Donc, encore une fois, il existe des incitations des deux côtés, mais ce dont nous devons vraiment faire très attention, c'est de comprendre comment nous pouvons utiliser cette dynamique actuelle pour créer quelque chose qui sera véritablement durable à la fois pour les investisseurs aux États-Unis et pour la population congolaise. Parce que, comme nous le savons, jusqu'à présent, historiquement, l'exploitation minière n'a pas forcément signifié un bénéfice ou du profit pour la population congolaise et le risque d'ignorer cela ou les éléments qui permettraient de répondre aux impacts négatifs et aux externalités que l'exploitation minière a eues sur la population congolaise. Jusqu'à aujourd'hui, cela signifierait que nous entrons à nouveau dans un cycle d'accords non durables entre ces acteurs et la RDC, encore une fois. Nicole évoque des accords non durables. Dev, permettez-moi de vous poser une question en lien avec ce que Nicole vient d'aborder. Pourquoi ces accords ont-ils lieu maintenant? Ou dis-moi, pourquoi des discussions pour conclure un accord avec la RD Congo ont-elles lieu en ce moment? Et une situation à long terme serait-elle durable? Eh bien, clairement avec la ETI, la révolution des véhicules électriques, les États-Unis ont besoin d'avoir accès à ces minéraux critiques. Mais, vous savez, je crains vraiment que nous ayons un peu raté le coche. Que les Chinois soient bien en avance sur nous en RDC et dans une grande partie de l'Afrique. Vous savez, les Émirats arabes unis comprennent ce qui est nécessaire et ils avancent rapidement. Ils prennent des risques, vous voyez. Donc je pense que c'est important. J'espère que ces discussions sur la situation sécuritaire à l'Est, menées par les États-Unis, seront fructueuses et sérieuses. Mais vous savez, on a déjà entendu beaucoup de discours auparavant et ça n'est pas toujours allé très loin. Donc, je pense qu'il faut qu'on devienne sérieux. Vous savez, le président chinois est arrivé avec beaucoup d'espoir qu'il ferait changer les choses, qu'il y aurait des réformes, que les problèmes de gouvernance seraient traités sérieusement. Et cela n'a pas eu lieu. Vous savez, le M23, avec le soutien du Rwanda, vous savez, tout simplement pris le contrôle de toute la partie orientale du pays. L'insécurité est tout simplement terrible. On lit chaque jour des informations sur les massacres. Vous savez, je ne sais pas si d'autres ont vu le rapport récemment selon lequel les Chinois sont en train d'inverser la situation contre nous, alors que je pense que l'avantage comparatif des États-Unis, c'est justement notre réputation en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Vous savez, il y a eu un rapport qui disait que libéraux, je crois que l'une des mines américaines essayait de créer un conflit dans l'une des opérations chinoises et, vous savez, alimenter le conflit. En effet, vous savez, on ne peut pas être accusés de faire les choses que, vous savez, nous reprochons aux Chinois de faire. Vous savez, nous devons avoir des standards plus élevés. Et Vous savez, avec le retrait de l'USAID, il y avait des centaines de millions de dollars qui devaient soutenir toutes sortes de projets. vous savez, tout cela a disparu. Du point de vue du Congo, je pense qu'il faut comprendre. Vous savez, le Congo va dire, le Congo d'abord, ils s'en fichent. Si les États-Unis n'ont rien à proposer, alors ils iront voir les Chinois, les Émirats arabes unis, la Turquie, peu importe.
Nous devons être sérieux si nous voulons avoir accès à ces minerais. Ce n'est pas comme si, vous savez, on était automatiquement les Les gentils, ce n'est plus nous. Nicole, tu voulais aussi réagir rapidement à cette question sur la viabilité à long terme d'un partenariat États-Unis-Congo. Accord. Oui, je pense qu'il y a différentes manières d'aborder cela. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il est nécessaire pour tout le monde d'avoir un cadre clair pour ce partenariat et qu'un cadre clair. Cela permettrait de définir les conditions des accords. Et je pensais, pendant que Dave parlait, que nous avons des institutions financières de développement aux États-Unis. Nous avons la DFC qui est activant, en RDC, et aussi dans les pays voisins. Si des entités minières, si des entreprises veulent obtenir des prêts, ces prêts devraient vraiment être conditionnés sur la base de cadres qui existeraient entre les États-Unis et la RDC, mais aussi sur la base de cadres qui existent déjà et de normes internationales qui existent déjà, comme la diligence raisonnable que vous devez faire, par exemple, pour être répertorié comme l'une des organisations membres de l'initiative pour des minéraux responsables. Par exemple, cela devrait être, cela ne devrait pas simplement être. Cela devrait être une exigence. Cela ne devrait pas simplement être quelque chose qui vous distingue et montre que vous avez de bonnes performances. Cela devrait être une condition impérative pour obtenir tout type de prêt provenant des États-Unis, pour obtenir tout type de prêt provenant d'eux. Une banque congolaise également. Et pour s'assurer que nous puissions le faire, il vaut mieux avoir quelque chose qui nous permette d'être alignés, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, un cadre tel qu'un cadre d'approvisionnement responsable, par exemple. Il existe aussi des initiatives d'autres gouvernements, comme le gouvernement britannique ou le gouvernement suisse, qui soutiennent le gouvernement en RDC ou d'autres gouvernements de la région pour travailler sur des réformes politiques. Pour, encore une fois, améliorer le contexte de manière à vraiment inclure les demandes des sociétés civiles, des communautés minières. Eux, et ici, des deux côtés, quand on pense aux réformes fiscales sur lesquelles nous pourrions travailler, comme par exemple des réformes régionales. Cela signifierait que, tout d'abord, lorsque nous parlons d'un accord de paix, lorsque nous examinons la déclaration de principe qui a été signée le 25 avril, comment pouvons-nous discuter de tels accords ou d'une réintégration régionale alors que nous avons un système fiscal, un système fiscal qui encourage la contrebande? En ce moment, il est tellement coûteux d'exporter depuis la RDC, n'est-ce pas? Donc, c'est une réalité. Donc vous irez aussi au Rwanda. En plus, il y a ce secteur minier illégal qui s'en mêle et ça complique tous les accords possibles. Merci. Exactement. Vouliez-vous ajouter quelque chose? Oui, si je peux. Allez-y, je passerai à une question anonyme. Oui. Donc, je pense que, bien sûr, je ne sais pas pourquoi des accords émergent maintenant et qu'il y a de l'intérêt. Je pense que c'est peut-être une question à poser à ceux qui essaient d'entrer en RDC. Mais je voudrais remettre en perspective la situation du pays en soulignant que, à la fin des années 1990, c'était presque un État en faillite. Le pays a parcouru un long chemin. C'était presque un État en faillite, au point que la banque centrale ne fonctionnait pratiquement plus. Ils ont dû réintroduire la monnaie, je crois vers 2000 ou 2002, et ils ont dû reconstruire l'État. Cela a demandé beaucoup d'efforts. À cause de quoi? La corruption? Non. Il y a eu l'effondrement du régime de Mobutu et il y a eu beaucoup de guerres civiles internes. Il y avait beaucoup de problèmes internes, n'est-ce pas? Donc même sur le plan économique, je veux dire, rien ne fonctionnait. L'administration ne fonctionnait pratiquement plus. À un certain moment, c'était très difficile. Et comme je l'ai dit, ils ont même dû réintroduire la monnaie parce que l'ancienne monnaie ne valait plus rien. Quand tu dis réintroduire, tu veux dire créer une toute nouvelle monnaie? Oui. Avant, c'était le ZAE, puis il a perdu de la valeur, je ne sais pas, en 2001. 5000% de sa valeur a été perdue. Ils ont donc dû réintroduire cela.
Il y a donc eu un long processus pendant lequel les pays se reconstruisaient, sauf peut-être jusqu'en 2008 ou 2009. Et puis, à ce moment-là, le régime a décidé de se désengager de la communauté internationale. Il n'y avait donc plus de contact avec la Banque mondiale, le FMI ou les États-Unis. Il n'y avait qu'aucun autre partenaire occidental. Pendant 12 ou 15 ans, il n'y a eu aucune interaction. C'est à ce moment-là que le pays s'est tourné vers la Chine. Ils ont comblé le vide. Oui. Depuis 2019, il y a maintenant une véritable volonté de se réengager avec la communauté internationale. Et on peut voir, même en ce qui concerne les relations avec d'autres partenaires, je veux dire, les relations se sont nettement améliorées. Beaucoup plus. L'engagement avec le FMI, la Banque mondiale et d'autres institutions a également été fort. Maintenant, ils ont beaucoup de défis et je pense que c'est un parcours de peut-être 100 km ou maïs. Et peut-être qu'ils n'en sont qu'à la 5e ou la 10e étape. Donc il se peut que vous ne voyez pas de progrès à ce stade. Il faut mettre les défis en perspective. Je pense que le pays a déjà parcouru un long chemin. Et peut-être, pour réitérer ce qu'un autre intervenant a dit tout à l'heure, je ne pense pas que les gens devraient attendre que la situation soit parfaite pour venir, car nous encourageons ceux qui sont intéressés à venir. Parce qu'une fois que vous êtes là, vous avez aussi un levier et vous pouvez changer les choses. Et nous l'avons constaté avec notre engagement auprès du FMI, cela a vraiment aidé. Eh bien, à ce propos, Ce n'est pas parfait, mais il y a des progrès, il faut mesurer ces progrès. j'ai une question de la part d'un spectateur anonyme dans l'audience. Est-ce que le secteur privé américain peut vraiment devenir un substitut à la Chine et à l'aide au développement américaine, étant donné le peu de temps qu'il reste à l'administration Trump et son approche notoirement transactionnelle? Comment l'Afrique peut-elle compter dessus et s'y engager au détriment de la Chine? Qui veut répondre à cette question? Calixte? Moumamba. Pas bien. Eh bien, je ne pense pas que les États-Unis vont devenir un substitut à la Chine. Je veux dire, toute la question est de savoir ce que le Congo représente pour les États-Unis. Il ne s'agit pas de ce que le Congo représente pour la Chine. Depuis 20 ans, nous continuons à nous engager dans ce débat tellement centré sur les États-Unis en pensant que nous avons la panacée pour venir résoudre les problèmes de l'Afrique. C'est très loin de la réalité. La réalité, c'est que, comme Capi vient de le dire, un pays comme le Congo a parcouru un long chemin. Ils ont modifié le code minier. En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Calixto, car juste après la guerre, la Banque mondiale et le FMI ont imposé un très mauvais accord au Congo. C'était basé sur la réalité que tu viens de décrire. Du genre, votre pays n'est pas attractif pour les investissements. De qualité. Vous devez accepter. La RBC l'a fait. Et la RDC a été littéralement pillée. Tu sais, ils ont tout privatisé parce que la Gécamine ne fonctionnait pas très bien, elle était presque morte, comme l'a dit Calixto. On a imposé toutes sortes de choses au Congo et ils ont accepté parce qu'ils n'avaient pas d'autres options. Mais 20 ans plus tard, depuis cette époque, ils ont changé le code minier. Il a été très inclusif. La société civile, la FEC, le gouvernement, le ministère, il y a un nouveau code minier qui permet au Congo d'en tirer davantage. Ils ne sont pas encore là où ils devraient être. Ils peuvent encore gagner davantage. Donc, la semaine minière a lieu aujourd'hui au Katanga. Si tu vas à Kolwezi, tu ne reconnaîtras pas Kolwezi aujourd'hui parce que les revenus arrivent et augmentent. Ils ont donc parcouru un long chemin. La société civile au Congo est très forte. Le Congo a été suspendu en 2013 de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, non pas parce que le Congo est le pays le plus corrompu de la région. Loin de là. L'Angola, le Rwanda, tous ces pays connaissent la corruption et à un niveau élevé. La RDC possède une société civile que ces pays n'ont pas. C'est cette société civile qui a travaillé et démontré que les revenus n'entraient pas dans les caisses nationales. Ils étaient détournés et cela a eu un impact considérable. Donc je pense qu'aux États-Unis, l'obsession pour la Chine est en réalité agaçante pour les Africains. Et c'est agaçant pour tout le reste du monde aussi. Venez simplement, d'accord? Ne demandez pas ce que font les Chinois. Demandez-vous ce que vous pouvez faire ici. D'accord? Et faites-le. Ça me rappelle quelque chose. Arrêtez de parler. Venez simplement livrer. Nous avons des entreprises en Afrique. Nous avons Patrick Gold. En 2006,
Je couvrais la guerre en Ituri. Je crois que c'était Anglo American ou Ashanti Gold qui exploitaient de l'or alors que la guerre faisait rage. En parlant de risques, eux, ils y allaient. J'étais intégré avec les casques bleus et Main Boilue était ouvert aux affaires. Alors, si vous voulez parler de risques, qu'est-ce que ces gens-là ont vu pour aller exploiter en plein conflit, alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller en Équateur, on ne peut pas aller au Kasaï. Il n'y a aucun conflit dans aucun de ces endroits. Je veux dire, je parlais du Portugal et de la Norvège. Il y a tout un pays que vous pouvez exploiter. Donc cette obsession et le fait d'appeler ça un substitut, cette mentalité, c'est déjà un problème. Et je vais continuer à insister là-dessus. Il n'y a de substitut pour personne. Le marché est ouvert. Jamais. Vous êtes en train de dire qu'il y a une mauvaise perception, même si personne ne le nie? Il y a une violence massive et des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, surtout dans l'est de la RDC? Et d'ailleurs, vous avez tous les deux mentionné, Dave et vous, le Rwanda. Le Rwanda nie soutenir les rebelles du M23, mais les Nations Unies affirment qu'il existe des preuves crédibles qui le font. Mais, je veux dire, est-ce qu'il y a une idée fausse selon laquelle la majeure partie ou la totalité de la RDC serait dangereuse, et donc, vous savez, il vaudrait mieux s'abstenir, ne pas s'impliquer. Et, vous savez, la Chine est déjà là-bas et à tout prix en ce qui concerne l'industrie minière. Donc, vous voyez, on ne va tout simplement pas y aller. Enfin, c'est ce que vous dites? C'est une très mauvaise idée reçue. Je ne pense pas que « idée reçue » soit le bon terme. C'est presque malveillant et une mauvaise pratique. La RDC, encore une fois, a la taille de l'Europe de l'Ouest. La RDC a 2 fuseaux horaires. C'est le seul pays africain avec 2 fuseaux horaires, juste pour vous donner une idée de la taille du pays. Donc, si l'on parle de Goma, tout le bruit autour du M23, des 140 groupes armés, cela concerne moins de 10% du pays. Le récit dans les médias prend cela comme la réalité principale. Mais ce n'est pas le récit du pays. Donc, on parle de quelque chose qui n'existe même pas. On cherche des monstres sous le lit qui ne sont pas là. C'est vrai, Dave, tu es d'accord avec ça? Oui, je pense que oui. À Lubumbashi, j'y étais il y a environ 1 an et tout semblait bien se passer. À Kinshasa et dans de nombreuses régions du pays. C'est plutôt paisible. Ce que je suggérerais, je ne sais pas si c'est politiquement correct ou non, mais les États-Unis, Stewart, devraient peut-être commencer à discuter avec la Chine. Vous savez, commencer à discuter avec certains autres, peut-être que c'est déjà le cas, bien sûr, en ce qui concerne. Vous savez, essayez de trouver une solution pacifique au problème dans l'est du Congo. Vous savez, amener le Rwanda à la table des négociations, le gouvernement congolais, les autres. Les pays autour du Congo, vous savez, inclure la société civile, inclure certains partis politiques d'opposition. Vous savez, je pense que le rapport de la Fondation Ponzi était vraiment très pertinent concernant la manière dont ce processus de paix pourrait réussir. Je veux dire, c'est une chose si vous savez, quelques personnes au sommet qui, vous savez, essaient de trouver un accord. C'en est une autre si tout le pays est engagé pour la paix, si les voisins sont engagés pour la paix, si tout le monde voit que c'est une situation gagnant-gagnant. Il y a beaucoup d'argent à gagner au Congo. Il y a beaucoup à gagner pour le peuple congolais grâce à un investissement responsable. Donc, vous dites qu'il faut que toutes les parties soient autour de la table? C'est ça. Je veux dire, vous savez, moi, je ne pense pas que ce genre de... Vous voyez, d'idée, comme le disait Mamba, c'est que, vous savez, il faudrait en quelque sorte surpasser les Chinois d'une manière ou d'une autre. Les Chinois, déjà, vous savez, contrôlent la situation. Vous savez, ce n'est pas comme s'ils allaient céder leur position facilement. Je pense qu'il faut qu'on parle avec les Chinois. Il faut qu'on parle aussi avec les autres parties impliquées là-bas et essayer de trouver quelque chose qui soit dans le meilleur intérêt du Congo. Je voudrais juste dire,
Avec toute cette discussion, je tiens simplement à mentionner qu'avec ces auteurs ici présents et la présentation, cela a été fait en lien avec un rapport majeur qui vient tout juste de sortir aujourd'hui sur le site du Atlantic Council. Tirer parti des opportunités de la RDC au-delà des minerais critiques. Donc, je vous encourage tous à aller le consulter. Permettez-moi d'intégrer une autre question anonyme. En dehors du cobalt et du coltan, dans quels autres domaines la RDC occupe-t-elle une position dominante? Il existe d'autres pays avec des réserves minérales qui sont souvent plus accessibles pour les États-Unis. Et les entreprises occidentales. Comment peut-on justifier qu'une entreprise minière se concentre sur la RDC alors que la perception du risque y est élevée? Plutôt qu'au Brésil, en Australie ou au Chili? Et cette question vient de Patrick Stewart, directeur par intérim du Bureau des Nations africaines. Qui souhaite répondre à cela? Oui, je vais répondre ici et dire, écoutez, je pense que nous devons examiner la question du point de vue de ce que les autorités doivent faire pour améliorer l'environnement des affaires en général, n'est-ce pas? Le pays a des défis, c'est certain. Et comme je l'ai dit plus tôt, personne ne peut s'asseoir ici et affirmer que tout va bien en RDC. Je veux dire, il y a beaucoup de défis. On peut entrer dans beaucoup de détails. Mais l'approche devrait être de s'associer avec le pays et d'essayer de faire bouger les choses. Et nous avons vu que cela fonctionne. Nous avons trouvé certains partenaires qui reviennent progressivement et qui aident. Et qui poussent au changement, n'est-ce pas? Et veillent à ce que les choses aillent dans la bonne direction, n'est-ce pas? Sinon, si on regarde cela sous l'angle de, par exemple, comparer avec le Brésil, bien sûr, ou comparer avec le Chili, bien sûr, les choses sont probablement plus, disons, ordonnées et claires au Chili par rapport à la RDC. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut choisir. On peut s'associer avec les deux. Essayez de pousser au changement ici, parce que le potentiel, encore une fois, est très grand. Et si les entreprises travaillent avec le pays pour s'assurer que, vous savez, le nécessaire est fait. En termes d'infrastructure, d'amélioration de l'environnement des affaires, cela va aider leurs entreprises, aider le pays et bénéficier à tout le monde. Donc il faut le voir sous cet angle. Et peut-être, puisque j'ai la parole, pour clarifier rapidement quelque chose, je pense. Depuis, point de vue du FMI, ce qui s'est passé, c'est un désengagement des autorités, pas l'imposition de conditions. Maintenant, on pourrait avoir un long débat à ce sujet, mais ce n'est peut-être pas l'endroit. J'ai vu, enfin, puisque je suis chef de mission, je peux vous dire que l'engagement des autorités fait une énorme différence. Au plus haut niveau, si vous n'avez pas cet engagement, vous n'allez pas avancer. Donc, je pense qu'il faut remettre en perspective le fait que la RDC ne s'est pas engagée avec la communauté internationale pendant 12 ans, je veux dire. On peut se rejeter la faute de tous les côtés, mais je veux dire que il y a des choses à corriger, mais on ne peut pas attendre la situation parfaite pour dire qu'on veut s'impliquer quand on commence à avancer ici. Très rapidement, parce qu'il ne nous reste probablement même pas 2 minutes. Un point qui est souvent oublié dans cette analyse, c'est que la RDC est une société très ouverte. Nous nous sentons très forts. Malgré tous les problèmes dont on entend parler, n'importe quel jour, vous pouvez écouter Radio Kapi, vous pouvez écouter Top Congo, et vous savez exactement où en est le pays. Donc, si l'on cherche des solutions, si l'on cherche un moyen de s'impliquer, les Congolais sont les plus ouverts à la discussion. Ils vous donneront toutes les informations dont vous n'avez même pas besoin à tout moment. Alors, gardez bien cela à l'esprit. Le Congo n'est pas une société fermée, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est personne d'autre. Donc c'est important, n'est-ce pas? D'accord. Il faut qu'on le sache. Laissez-moi poser encore une question rapidement, et il ne nous reste qu'1 minute pour y répondre. Parlons des inconvénients de l'extraction de ces minerais. L'extraction de minerais critiques a entraîné un coût environnemental important et des risques pour la santé. L'extraction est liée à la déforestation, à la perte de biodiversité. Des produits chimiques toxiques sont utilisés pour cela. Ils polluent les ressources en eau souterraine. Il y a du travail des enfants. Les femmes et les enfants sont dégradés. Que allons-nous faire à ce sujet?
Nicole, pourquoi ne répondrais-tu pas en premier et vraiment rapidement, très rapidement? Oui. Donc, encore une fois, pour revenir aussi sur l'intervention de mon collègue, comme ils l'ont expliqué, le pays est très vaste et nous avons effectivement la guerre à l'est du Congo. C'est le cas. On peut vraiment faire le lien. L'exploitation, l'extraction des minerais avec. Les viols, l'extrême prévalence du viol dans l'est du Congo. C'est différent au Katanga, mais les violations des droits humains continuent d'y avoir lieu. Comme vous l'avez mentionné, l'extractivisme, l'exploitation minière aura très souvent des conséquences négatives. Encore une fois, pour revenir à la création de cadres et de conditions, au moins maintenant, avec les circonstances spécifiques, les circonstances particulières dans lesquelles nous nous trouvons entre la RDC et les États-Unis, il y a une opportunité pour nous de créer un cadre d'approvisionnement responsable avec un cadre multipartite. Également, et de s'assurer qu'il existe des instruments juridiques qui encadrent ces engagements et cette collaboration. Je vais devoir vous interrompre ici. Nous sommes arrivés à court de temps bien plus vite que je ne le pensais. Je tiens à remercier nos intervenants et l'ambassadrice Ramayad, directrice principale pour l'Afrique de l'Ouest au sein de l'Atlantic Council ici, ambassadeur 3 Fitro. Merci beaucoup d'être resté avec nous aussi, car je sais que vous avez un autre engagement. Bureau principal des affaires africaines auprès des États-Unis, département Stewart. Merci à notre public virtuel et à notre public ici d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants.